On entend parfois qu'il suffit de suivre les conseils d'un jeune gourou du net pour créer une entreprise rentable en quelques semaines ou gagner son premier million d'euros en un an. Malheureusement, si certains ont peut-être réussi cette expérience, ce n'est pas une généralité, loin de là. Lorsqu'on crée ou qu'on reprend une entreprise, on doit s'attendre à un long chemin tortueux et parfois accidenté, durant lequel on fait face à des choix délicats, des difficultés, des moments de doute et des prises de risques. Ce sont ces éléments mis bout à bout qui construisent l'expérience et la réussite d'un chef d'entreprise. Dans ce podcast, j'ai voulu partager les témoignages d'entrepreneurs qui vont nous expliquer leur parcours afin de montrer la réalité de l'entrepreneuriat. Bienvenue sur le podcast Parcours d'entrepreneur. Alors, je m'appelle Franco Fancello et aujourd'hui je suis le propriétaire et le patron de l'hôtel de l'Ange à Guebwiller. Et j'ai également un autre établissement à Issenheim qui s'appelle le Relais d'Issenheim, qui est un petit hôtel de 25 chambres, alors que l'hôtel de l'Ange est un peu plus grand, il a 35 chambres, et puis un restaurant qui pouvait accueillir avant le Covid jusqu'à 150 couverts. Donc aujourd'hui on a divisé par 2 la capacité d'accueil. Et comme on est au mois de juin, pour l'instant on n'a pas encore repris notre activité. Ok, très bien. Avant de tenir justement ces 2 hôtels-là, tu as eu un parcours, j'imagine, qui était assez long, assez varié. Est-ce que tu peux, en quelques mots ou plus, reprendre un petit peu ton parcours? Par quoi est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'ici aujourd'hui? Alors j'ai eu un parcours assez varié, mais qui est quand même resté quasiment tout au long de ma carrière sur les métiers de bouche. C'est-à-dire que j'ai commencé avec une formation de comptable, un bac en comptabilité. Ensuite, j'ai fait une formation de commercial et j'ai été technico-commercial dans l'alimentaire très vite. Et donc, voilà, je vendais de l'alimentation italienne aux restaurateurs, aux boutiques de spécialité italiennes, aux supermarchés. Et ça, en parallèle avec l'ouverture d'un restaurant que j'ai créé avec ma maman il y a déjà très 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 longtemps. Parce que j'ai ouvert mon premier restaurant il y a 35 ans. D'accord. Et j'en ai 54. Ouais, ok. Ce restaurant existe encore aujourd'hui? Et ce restaurant existe toujours aujourd'hui. Il a été exploité pendant 30 ans par ma maman. Et après, mon père nous a rejoints. Et mon frère a repris l'exploitation et a racheté le fonds de commerce il y a 4 ans. Ok. Il est situé où ce restaurant? Il est situé à Masvo, c'est la Trattoria Fancello à Masvo, qui est une institution de la cuisine italienne dans la vallée, même dans le Haut-Rhin, voire au-delà. Super, très bien. Alors, ça peut paraître un peu étrange, justement. Pourquoi un bac en comptabilité pour ensuite partir à... En fait, moi, je voulais faire du commerce et mon père m'a dit, le commerce, t'es bon là-dedans, fais de la comptabilité, ça te servira toujours. Et donc, voilà, j'ai écouté mon père pour une fois. Et donc, j'ai appris les rudiments un petit peu de la comptabilité. Et ensuite, je me suis dirigé vers le commerce parce que je me sentais plus l'âme d'un commerçant, d'un commercial que d'un comptable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, je remercie mon père de m'avoir orienté de cette façon-là, parce que la comptabilité, quand on gère une entreprise, c'est quand même vachement important. Même si on ne tient pas les comptes personnellement, c'est important de savoir de quoi il en ressort, d'être capable de lire un bilan, de savoir ce que c'est des marges, de savoir ce que c'est un coût d'achat, un coût de revient, etc. Donc tout ça, c'est des choses importantes que j'ai apprises en partie à l'école et puis après dans la vie. Et voilà, et donc après, au fur et à mesure, j'ai ouvert un premier restaurant, un deuxième restaurant. Ensuite, j'ai été maître d'hôtel dans différentes maisons, dans les hôtels 4 étoiles en Suisse, à Mulhouse, à l'hôtel du Parc, où j'ai été amené à servir aussi le président de la République. J'étais maître d'hôtel privé d'Helmut Kohl et de François Mitterrand pendant une manifestation, un entretien privé qu'ils ont eu à Mulhouse. Voilà, de petites expériences sympas comme ça. Et puis après, voilà, j'ai été directeur commercial d'une petite chaîne hôtelière, d'un petit groupe hôtelier appartenant à un homme d'affaires de La Rochelle. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité d'acheter l'hôtel de l'Ange, et voilà, ça s'est fait il y a déjà 16 ans. Donc j'étais encore jeune, j'avais encore des cheveux. Et voilà, et donc on a continué à évoluer en mêlant passion et en mêlant compétences, business, voilà.
Et donc Il y avait une part de challenge, j'imagine, parce que entre tout ce qui est restauration avant, puis d'un coup il y a l'hôtellerie, même si tu as travaillé un moment en hôtel, il y a quand même quelque chose de différent. La gestion d'un hôtel, c'est pas la même chose qu'un restaurant. Alors effectivement, la gestion d'un hôtel, c'est pas la même chose que la gestion d'un restaurant, c'est vrai, mais j'avais quand même une expérience de 7 ans en tant que directeur commercial, de 7 ans d'un côté, 3 ans de l'autre, j'avais donc une expérience de 10 ans, on va dire, en tant que directeur commercial d'établissements hôteliers, des établissements qui avaient aussi une certaine envergure, qu'on appelle des gros porteurs dans le métier, donc qui ont plus de 100 chambres. Donc, si tu veux, cette expérience effectivement de l'hôtellerie m'a permis effectivement d'exploiter mon établissement sans difficulté, puisque j'étais restaurateur, je suis devenu hôtelier-restaurateur, et c'est vrai qu'un restaurant, c'est relativement facile. Un hôtel, c'est facile, mais un hôtel-restaurant, ça devient très compliqué, parce que tu mélanges des métiers dont qui sont complémentaires, mais dont en fait les objectifs sont pas les mêmes. Et c'est là où c'est difficile, parce qu'en fait, quand tu deviens hôtelier-restaurateur, tu es disponible pour tes clients de 6h le matin à 5h59 le lendemain. Alors que quand tu es restaurateur, tu ouvres à 10h, tu reçois tes fournisseurs, tu reçois éventuellement tes clients, à 14h tu fermes, tu rouvres à 18h, et puis à 23h ou minuit tu fermes, et il se passe plus rien. Alors que l'hôtelier, lui, est disponible tout le temps. Parce que le téléphone s'arrête jamais de sonner, enfin du moins, ça c'était avant, mais j'espère que ça va revenir. Donc le téléphone s'arrête jamais de sonner, les clients ont tous des besoins différents, et le client du restaurant a une attente vis-à-vis de toi. Le client de ton hôtel, même s'il vient manger dans ton restaurant, il a une attente différente. Si c'est un touriste suédois, il attend pas la même chose que toi que si c'est un touriste italien. Si c'est un homme d'affaires, il n'a pas le même besoin qu'un touriste allemand. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, c'est des choses qu'il faut mettre en place dans ton organisation, dans la gestion de tes équipes, dans la gestion de tes produits aussi, et dans une chose toute bête, par exemple les cuissons. Parce que un Suédois, un Allemand, un Belge, un Français, ils mangent pas la viande de la même façon qu'un Italien. Donc il faut aussi, dans les produits que tu choisis, faire en sorte que tu puisses adapter les cuissons au goût des clients. Ok. Alors ça a l'air quand même très fastidieux tout ça, mais j'imagine que c'est en même temps extrêmement intéressant et motivant justement de voir toutes ces différences-là. En fait, c'est pas fastidieux, c'est complexe. Mais c'est passionnant parce que justement, si tu veux, le fait d'arriver à satisfaire une clientèle tellement diverse, avec des attentes tellement différentes, en un même lieu, c'est ça qui devient effectivement passionnant dans le métier d'hôtelier-restaurateur. Alors effectivement, le restaurateur aussi, il a une clientèle diverse et variée, et elle a des attentes différentes. Mais le client qui vient chez le restaurateur, il mange à la carte. Donc c'est le client qui choisit ce qu'il a envie de manger. Donc le restaurateur, il n'a pas besoin en amont de prendre en considération tous les faits qu'on vient de citer, notamment sur les temps de cuisson, mais aussi sur les horaires. Parce que les Allemands mangent plus tôt, les gens du Nord mangent plus tôt que les gens du Sud. Donc ça nous implique, nous aussi, avoir une amplitude horaire plus importante, plus souple, que dans un établissement normal. Après, il y a aussi un autre facteur à prendre en considération, c'est que le client qui est le client de l'hôtel qui devient le client du restaurant, il est à la maison. Et quand tu es à la maison, tu n'as pas les mêmes attentes que celui qui rentre, qui demande gentiment est-ce qu'il peut avoir une table. Donc il y a aussi toute une considération, tout un protocole presque, on peut dire, à mettre en place par rapport à l'accueil de ses clients, par rapport à l'attitude qu'on a vis-à-vis d'eux, par rapport au comportement qu'il faut qu'on ait, par rapport à toutes ces combinaisons de choses subtiles. Alors après, c'est vrai que selon les restaurants, enfin selon les hôtels, même hôtel-restaurant, on n'a pas forcément à chaque fois la même chose quand on y aille, quand on est dans les premiers prix ou quand on va dans quelque chose un peu plus haut de gamme. Toi, par ton expérience, j'imagine que tu as voulu justement apporter quelque chose de très qualitatif pour tes clients. Alors nous, on est, si tu veux, dans ce que moi j'appelle la cuisine bourgeoise, voilà. On n'est pas dans la gastronomie haut de gamme. J'estime que notre cuisine, c'est une cuisine
plutôt bourgeoise, dans le sens que qualitativement, effectivement, les produits sont choisis avec soin, sélectionnés. On essaye un maximum aussi d'acheter du produit local, mais comme on a quand même une cuisine italienne, alors on est obligé d'acheter en Italie, mais on achète chez des produits producteurs, on achète des produits vraiment haut de gamme. Au niveau des produits qu'on achète en Italie, que ce soit sur les charcuteries, sur les fromages, sur les truffes, sur certains légumes qu'on achète en Italie aussi, etc., ou certaines pâtes. Voilà, on choisit du produit qualitatif. Après, on fait un mix entre nos cuisines avec l'attente de nos clients, qui sont des touristes qui viennent en Alsace, donc qui attendent quand même une gastronomie locale. On fait un mix entre cette gastronomie locale, la cuisine italienne. Alors ça peut être par exemple un mix comme un foie gras, une terrine de foie gras au martini. Au lieu de la faire avec un cognac ou avec un gewürztraminer ou avec, voilà, nous on la cuisine au martini. On la marine avec du martini. Ça, c'est un peu le clin d'œil à mes origines, et au lieu on est sur la route du vin d'Alsace, voilà, c'est un petit clin d'œil sur ces deux produits. Mais après, c'est vrai que, on sert bien sûr de la choucroute, on sert du Bäckerhof, on sert des Fleischnacka, on sert des daubes, on sert des produits de la cuisine traditionnelle française, mais c'est cuisiné dans la tradition, avec le temps qu'il faut pour le cuisiner, avec, voilà. Ok. Donc ouais, un vrai savoir-faire, quelque chose de vraiment... on va dire, tu fais vraiment attention à tes clients pour leur proposer quelque chose de voilà, qualité. Absolument, on est très très attentif à ça. Et pour te donner un exemple, on a des clients qui viennent depuis 15 ans, et la dernière fois qu'il est venu, il me dit, écoute Franco, c'est quand même extraordinaire, ça fait 15 ans qu'on vient chez toi, en moyenne 2 fois par an, voire des fois 3. Je me souviens pas d'avoir mangé 2 fois la même chose. Donc c'est quand même fabuleux, quoi. Puisque le mec est venu depuis 15 ans, il est jamais venu au même moment de l'année, et il a jamais mangé la même chose. Donc c'est quand même preuve, effectivement, que on essaye de faire des efforts et de se renouveler en permanence, mais toujours dans ce souci de qualité. Alors par exemple, nos demi-pensions, tu vois, c'est des menus 4 plats. Alors c'est soit entrée, plat, fromage, dessert, mais c'est souvent entrée, premier plat, comme en Italie, un plat de pâtes ou un risotto. Deuxième plat, viande, poisson et dessert. Mais c'est vrai qu'on essaye de varier, de faire découvrir de nouvelles choses, et nous aussi de s'amuser à travailler les produits, quoi. Super. Bien. On va revenir un petit peu sur ton parcours d'entrepreneur. Quelle que soit l'entreprise, quel que soit l'entrepreneur, il y a des moments de difficulté, plus ou moins grandes. Est-ce que toi, tu as connu justement un moment particulièrement difficile, et quelles ont été les solutions que tu as réussi à apporter justement pour t'en sortir, qui t'ont permis ensuite peut-être de grandir et de... Alors il y a eu effectivement sur ces 30 années d'entrepreneuriat forcément des moments très difficiles. Il y a eu un moment très difficile, c'était une de mes entreprises qui a déposé le bilan, donc ça c'était très très compliqué. Parce que quand tu es chef d'entreprise, en général, tu as signé pour les prêts que l'entreprise a fait. Donc même si tu n'es pas redevable des charges sociales ou de l'une ou l'autre dette, les emprunts, tu les rembourses. Donc ça a été, par exemple, 10 années de ma vie à rembourser les emprunts d'une entreprise dans laquelle j'avais échoué. Mais j'ai pas pris cet échec comme un échec pur et dur. J'ai pris cet échec comme un véritable enseignement, parce que si, à l'époque j'avais 25 ans, si j'avais été dans une grande école de commerce ou une grande école d'hôtellerie, Lausanne, etc., l'argent que j'ai perdu dans cette entreprise, je l'aurais dépensé pour apprendre. Et donc là, je l'ai dépensé pour apprendre. Donc, et je suis certain que j'ai appris beaucoup plus que si j'avais été dans une grande école en faisant cette expérience de 3 années de chef d'entreprise et d'aboutir sur un échec financier. Parce qu'en fait, l'échec il était uniquement financier. Le reste de l'expérience a été quelque chose de très constructif, de très intéressant, de passionnant, et qui m'a permis effectivement de rebondir sur des postes à responsabilité importante dans d'autres entreprises pour les diriger, même si c'était pas moi le propriétaire pendant quelques années. Et puis voilà, après retour aux sources, on est redevenu chef d'entreprise. On a aussi eu ici des moments difficiles. En 2005, on a repris un deuxième étabbissement à Guebwiller, et sur 2 années, on a perdu 100 000 euros. Donc là aussi, il a fallu trouver des solutions, et on a trouvé des solutions avec nos partenaires banquiers.
qui nous ont reporté nos crédits sur une année. Ça nous a permis de reconstituer notre trésorerie et de repartir de plus belle. Et là encore, c'était pas un échec, c'était une expérience qu'on avait faite et on a appris plein de choses. L'entreprise a grimpé en notoriété et en fait, on s'est rendu compte après, effectivement, que l'hôtel de l'Ange tout seul, une fois que j'étais revenu à m'occuper que de lui, faisait plus de chiffre d'affaires que les 2 établissements ensemble. Donc après, voilà, c'est aussi une façon de rebondir et de se dire que peut-être parfois il faut se concentrer sur l'essentiel et pas que rêver. Être entrepreneur, c'est prendre des risques. Il y en a qui payent, il y en a qui sont un petit peu plus difficiles ou qu'on n'arrive pas justement à relever. Mais par contre, à chaque fois, c'est les enseignements, comme tu disais. Voilà. À chaque fois, c'est des enseignements. On était 35 salariés sur 2 sites, certes proches l'un de l'autre, avec des cibles un petit peu différentes. Ça nous a appris plein de choses dans l'organisation, dans le banqueting, dans la logistique, dans les achats, etc. Et toutes ces choses que ça nous a apprises, ensuite on a pu les mettre en application pour progresser. Et aujourd'hui, avec 3 mois d'arrêt, si tu veux, sur un établissement comme le nôtre, j'aborde l'avenir avec beaucoup de confiance parce que effectivement, j'ai vécu des choses très difficiles qui me permettent aujourd'hui de prendre du recul et de me dire ce qui nous arrive, certes c'est grave, mais c'est pas dramatique, parce qu'on peut s'adapter. Mais on va s'adapter avant d'être en face du mur. On va prendre les choses en amont et on va prendre les décisions stratégiques qui s'imposent pour pérenniser l'établissement et pour pérenniser sa rentabilité, parce que la rentabilité de l'établissement, elle est essentielle. Tout à fait. Mais c'est ces expériences passées qui me permettent de dire aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est pas grave. On va trouver des solutions. Tout à fait. Quand on est entrepreneur, forcément, le métier, l'activité, elle prend une énorme part. Mais souvent, on a aussi une vie de famille à côté. C'est parfois compliqué de concilier les deux, d'arriver à être épanoui dans les deux. Pourtant, on a l'impression que la réussite, justement, de l'un est aussi due à la réussite de l'autre. Comment tu as réussi à manier, justement, parallèlement ta vie personnelle, ta vie familiale et ta vie d'entrepreneur parce que j'imagine qu'aujourd'hui, c'est encore une réussite. Alors, ou est-ce que justement les difficultés que tu as pu connaître en tant qu'entrepreneur ont entraîné des difficultés de l'autre côté ou inversement? Non, les difficultés que j'ai rencontrées en tant qu'entrepreneur ont plutôt renforcé l'importance de la famille, renforcé notamment dans le couple, puisque ma femme est mon associée, même si elle travaille pas au quotidien avec moi, c'est quand même mon associée, et ça a plutôt resserré les liens, resserré la solidarité, resserré les idées, resserré, si tu veux, tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneur, on dit qu'il est seul, et effectivement, quand tu es à la barre de ton entreprise, t'es seul, tu as l'océan en face de toi et t'es seul. Mais les difficultés qu'on a rencontrées, elles nous ont permis d'affronter l'avenir à deux. Et donc à deux, t'es beaucoup plus fort. Et donc ça a été quelque chose de très positif. Après, effectivement, nos enfants ont aussi été partie prenante dans l'entreprise. Et leurs étés, souvent pour payer leurs études, en tout cas pour nous aider à les payer, ils les ont passés à l'hôtel de l'Ange à travailler. 1 mois, 2 mois, en général tous 2 mois pendant qu'ils étaient étudiants, et quelquefois plusieurs fois dans l'année. Donc c'était un soutien, c'était aussi pour eux la compréhension qu'en fait le travail est important. Aujourd'hui, on vit dans une société où le travail est un petit peu dénigré, où le travail n'est pas la priorité des gens. Or, dans mon éducation et dans l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, le travail, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui permet de t'épanouir, qui permet aussi une certaine sociabilisation et puis une certaine élévation dans le rang social.
je dis ça de façon très très noble. L'élévation dans le rang social, c'est pas pour la lutte des classes, c'est pas dans cette optique-là que je le dis. Quand je parle d'élévation sociale, c'est si tu veux, quand tu te promènes dans la rue, que les gens te connaissent et t'apprécient, mais c'est pas pareil que quand tu te promènes et personne te dit bonjour. Et c'est de cette élévation au sens noble que je parle. Et quand les gens te croisent et te saluent et te disent merci pour ci ou pour ça, ben c'est quand même un plaisir énorme. Et ce plaisir-là, tu l'obtiens grâce à ton travail. Tu l'obtiens grâce à la notoriété que ton travail t'a apporté. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas quelque chose de financier. C'est quelque chose où effectivement, tu te dis, ben, je fais pas les choses pour rien. Je fais quelque chose au quotidien, je m'investis, je participe à la société, je participe à tout ce qu'il y a de positif aussi dans la société, et j'en ai une reconnaissance des autres, et ça c'est vachement important. Je pense que le métier de la restauration, c'est pareil, quoi. Quand tu as à la fin du repas les clients qui te disent c'était excellent, merci, on reviendra, tu vois qu'ils ont la banane parce qu'ils ont vraiment apprécié ce moment-là. Ça va être une fierté énorme, quoi. Tu dis, voilà, je fais bien mon métier. Voilà. Ils en seront les témoins, quoi. Mais c'est effectivement très très important. Et nos enfants ont eu la chance aussi de vivre dans cette dans ce milieu où effectivement ils ont vu qu'il faut donner pour recevoir. Et ils ont été élevés dans ce milieu où le dépassement de soi est important, où un certain sacrifice est important, parce qu'on n'a pas forcément de retour financier par rapport à ces sacrifices qu'on fait, mais on n'attend pas non plus de retour financier, parce que c'est pas ça la clé du succès. C'est pas le retour financier. La clé du succès, c'est la notoriété. La clé du succès, c'est le plaisir que t'as donné, le plaisir qu'on te donne en retour. C'est ça, en tout cas pour moi, la réussite, c'est ça. C'est pas des millions à la banque, c'est pas des montants absolument énormes dans nos comptes financiers. Pour moi, la réussite, c'est cette harmonie qui se crée entre toi et les autres. C'est ça la réussite. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as fait au courant de ton parcours que tu aurais préféré éviter ? Parce que même si en général les erreurs elles nous apprennent et permettent de grandir, il y en a certaines qu'on préférait des fois éviter. Est-ce que tu te souviens d'un élément en particulier ? Alors, j'ai fait des centaines de milliers d'erreurs, ça c'est sûr. Tu as beaucoup appris, donc. Est-ce qu'il y en a que je voudrais éviter et que j'éviterai à l'avenir ? Oui. Une des erreurs que je ne commettrai certainement plus, c'est d'embaucher un couple, par exemple. Tu vois ? Ça, c'est une erreur que je ne commettrai certainement plus. Parce qu'un couple, ça devient une entité dans l'entité. Et si tu te fâches avec un, tu te fâches avec les deux. Ou si tu dis un truc à l'un, l'autre risque de le prendre mal. Et vice-versa. Donc ça, c'est une chose que je ne ferai plus. D'accord. Par exemple, dans les erreurs à ne pas commettre. Dans les autres erreurs à ne pas commettre, j'éviterai à l'avenir d'embaucher des gens de la même famille. Pour la même raison. Pour des raisons à peu près similaires. Si je prends la sœur, je prends pas le frère. D'accord. Ça pourrait être la facilité. Mmh. Oui, en plus, ils se connaissent, ils vont bien travailler ensemble, voilà. Etc. Mais il suffit qu'ils s'embrouillent et ça pâtit également sur le travail. Et voilà. Donc, on oublie ça. Quelles autres erreurs je ne commettrai plus ? Ça fait longtemps que je la commets plus, mais c'est une erreur on pourrait avoir tendance à commettre en tant que jeune entrepreneur. Et c'est une erreur que quelqu'un d'autre a commise et que j'ai subie. C'était dans une entreprise que je dirigeais. On avait un client principal sur tout l'été. C'était un tour opérateur suédois qui nous avait réservé l'hôtel, enfin quasiment la totalité de l'hôtel, pendant 60 jours consécutifs. Il y avait un client qui venait, il partait, l'autre arrivait. Et pendant 60 jours consécutifs, ce client-là nous réservait 30 chambres. Donc quasiment tout l'hôtel, puisqu'on avait 39 chambres dans cet hôtel. Et il s'est trouvé que la France a décidé de reprendre les essais nucléaires dans le Pacifique. Et que la nationalité du client en question était contre et reprochait à la France de faire ça. Donc, comme le gouvernement de ce pays reprochait à la France de faire des essais nucléaires dans le Pacifique, le pays n'a plus acheté de fromage, n'a plus acheté de vin et n'est plus venu en France, n'a plus envoyé un seul touriste. Ce qui fait que du jour au lendemain, on a eu notre hôtel pendant tout l'été, enfin juillet et août, vide, alors qu'on était plein.
Et ça faisait 3 ans qu'on était plein, et du jour au lendemain, on était vide. Donc ça, c'est une erreur que c'est certain, je ne commettrai plus jamais, même si c'est pas moi qui l'ai commise, mais c'est moi qui l'ai subie. Je ne mettrai plus jamais tous mes yeux dans le même panier. Parce que c'est vrai qu'on peut essayer de faire attention autant qu'on veut, mais il peut y avoir un coup dur qui vient de l'extérieur. On le voit très bien en ce moment avec tout ce qui est durant le confinement et puis tout ce qui en découle derrière. On peut faire autant attention à ce qu'on veut à notre entreprise, mais... Il y a des facteurs extérieurs qui font que on va subir des conséquences qui ne sont pas de notre fait. Mais après, il faut les assumer. Et donc ça, c'est une erreur, par exemple, que je ne ferai plus. Et aujourd'hui, quand un client veut trop de chambres, pendant trop longtemps, ben, je réduis ses besoins, volontairement, pour laisser de la place aux autres. C'est ce qu'on dit souvent, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement. Tout à fait. Même si après, les autres me rapportent moins que lui. C'est pas grave. Mais au final, tu as plus d'assurance. Le mix est plus serein pour l'entreprise. Pareil, au niveau du mix, on avait un mix marketing sur 70% tourisme, 30% business. Sur ces 70% tourisme, on a des clients essentiellement de tout le nord de l'Europe, avec 50% l'Allemagne et ensuite les autres 50%, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, la Suède, le Danemark, la Norvège, un peu d'Italie, un peu d'Espagne, un peu de Suisse et quand même un peu de français. Donc on a un mix avec ce 30% business sur toute l'année, le business venant essentiellement la semaine, le tourisme la semaine, mais plus encore le week-end, et là-dedans on insère du banqueting, un peu de service traiteur, un peu de vente à emporter, un peu de ci, un peu de ça, etc. Et nos soirées-concerts qui drainent une population surtout locale, enfin locale au sens large, puisque les gens viennent de Saint-Louis jusqu'à Belfort, Colmar, pour assister à nos concerts le jeudi et le vendredi. Et ça, c'est de la clientèle purement restaurant qui vient pour déguster notre cuisine, surtout italienne. Okay. Et justement, ça vient un peu de cette expérience-là aussi, le fait de diversifier tellement les rentrées d'argent. Exactement. En fait, on a aucun client qui est principal. S'il y a un client qui vient plus, on s'en rend même pas compte parce qu'il est compensé par un autre. S'il y a un pan de ce mix marketing qui venait à manquer, c'est toujours un pan qui est minoritaire. Donc ça pose pas de problème parce qu'il est remplacé de façon naturelle par autre chose. Ok, très bien. Une bonne leçon à prendre, voilà. C'est ça. Sauf si l'État nous impose de fermer. Ça, voilà. Après, malheureusement, si tu dois entièrement fermer, t'as pas trop le choix. Voilà, on peut rien faire. On peut vendre les organes et encore c'est limité. Et encore. Ok. On va pouvoir terminer justement. Quelqu'un maintenant qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ou bien qui débute dans l'entrepreneuriat, quel serait pour toi le ou les grands conseils à donner pour cette personne-là? Alors, en conseil personnel à quelqu'un qui se lancerait, c'est déjà de bien connaître le domaine dans lequel il se lance. Ça, c'est impératif. Il faut être un vrai professionnel de ce qu'on veut faire pour se donner toutes les chances de réussir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de bien s'entourer et ne pas être présomptueux en pensant qu'on est le meilleur, parce qu'à deux, on est toujours plus intelligent. Donc, il faut bien s'entourer de collaborateurs compétents, qui ont suffisamment d'humilité pour que tu puisses leur donner des ordres, même si tu en sais moins qu'eux. Et de même, toi, avoir suffisamment d'humilité pour accepter les idées que vont t'apporter tes collaborateurs, même si tu n'y adhères pas forcément au départ, mais il faut que tu prennes le temps d'y réfléchir. Mais après, il ne faut pas oublier que le chef, c'est toi, et c'est toi qui prends la décision finale. Et ça, c'est super important. Il faut suivre son intuition, il faut suivre sa première idée, il faut la suivre parce que 9 fois sur 10, la première idée, c'est la meilleure. Donc, il faut la suivre. Et ce que disent les autres, il faut l'analyser, il faut l'écouter, mais il ne faut pas forcément le faire. Parce qu'au finish, c'est quand même toi qui payes. Merci Franco pour ton partage d'expérience. J'espère que cette écoute vous aura plu et vous aura apporté un éclairage sur la réalité de l'entrepreneuriat. Le format de discussion sans montage me semble important pour avoir un témoignage de l'homme ou la femme qui se cache derrière l'entrepreneur. De cette manière, nous avons le temps d'aborder différents sujets, aussi bien personnels que professionnels, pour comprendre les différents éléments qui ont permis d'atteindre ou approcher la réussite.
Si ce deuxième épisode du podcast Parcours d'entrepreneur vous a plu, je vous invite à le partager, à le noter et surtout à vous abonner pour être alerté de la sortie du prochain épisode.